Mesdames, Messieurs, bonsoir. Vous avez peut-être entendu parler d'un parti politique dénommé Liberté. Pourquoi Liberté et quelles sont ses propositions des sorties des crises? Autant de questions qui trouveront certainement des réponses dans ce nouveau numéro de votre magazine Le Point qui reçoit pour vous ce soir Monsieur Tony Eloho. C'est ça? Oui. Il est manager général adjoint, donc secrétaire général adjoint de ce parti Liberté. Bienvenue, Monsieur Tony. Merci pour votre invitation. Eloho, ça veut dire quoi d'abord? Eloho. Eloho, voilà. Eloho. Eloho, c'est simplement, c'est un nom de ma tribu, donc Tétéla, qui veut simplement dire la cloche. Donc, les petites clochettes qu'on met, les clochettes qu'on utilise lorsqu'on va en chasse, pour nous permettre de savoir qu'effectivement, un gibier a été abattu et comment pouvoir le suivre. Espérons que le gibier sera abattu dans cette émission. Vous êtes secrétaire général adjoint de Liberté, un parti politique. Secrétaire général adjoint, c'est une grande fonction au sein du parti. À part le chairman, vous êtes pratiquement le numéro 2. Jeune, numéro 2 d'un grand parti, d'un parti qui se veut grand. Quel est votre parcours politique? Je voudrais d'abord rectifier, je suis secrétaire général adjoint. Donc, il y a, avant moi, il y a une secrétaire générale. Et je me sens, il est vrai, très honoré de la fonction que j'occupe aujourd'hui au sein du parti. Et en termes d'expérience, je dirais, en politique, c'est vrai que j'ai commencé très jeune déjà à l'université dans les mouvements estudiantins, les mouvements associatifs. Et parce que je suis passé par l'UNIKIN où j'ai fait les sciences politiques et administratives. Exact. Et au sein de ma faculté déjà, j'étais très actif avec les différentes associations à caractère politique et de réflexion aussi. Ça m'a permis très tôt déjà d'avoir une certaine connaissance de la classe politique et de la liturgie politique aussi en RDC. Et c'est par rapport à ça, j'ai eu un parti dans lequel le premier parti dans lequel j'ai milité. Et après, parti, si c'est pas un secret. Oui, j'ai été au niveau de la fédération des jeunes de l'UNC, au début de l'UNC. Et c'était également un passage très intéressant pour moi. Ça m'a permis de comprendre un petit peu mieux l'activisme politique. Et après, je n'ai plus de parti. Je me suis concentré essentiellement à ma carrière professionnelle. Et après plusieurs années, sur une plus grande activité politique et de manière plus engagée encore. Est-ce que vous pensez que toute cette expérience va vous permettre de mener à bien votre rôle au sein des Libertés? Je pense le tout part de la passion que j'ai personnellement pour la politique, la connaissance également que j'ai, fruit également des connaissances acquises de ma licence en sciences politiques, aussi de mon expérience professionnelle, parce que ça me permet d'être beaucoup plus mûr aujourd'hui lorsque je dois appréhender des questions de société, parce que je n'ai pas ce problème d'inexpérience sur les questions de fond. Donc pour moi, c'est un avantage. Et puis, au-delà de tout, c'est la ferme conviction de l'engagement dans lequel nous sommes impliqués au sein du Parti Liberté. On va parler de Liberté. Liberté, c'est un parti qui vient récemment de voir le jour. Pourquoi avoir nommé ce parti Liberté? Par peut-être, j'imagine, conjoncture. Pourquoi Liberté? Je serais assez humble pour dire que je ne suis pas parmi les fondateurs du parti, donc il me serait peut-être difficile de donner une étymologie et un sens réel au mot. Mais moi, j'ai été personnellement séduit parce que c'est à la fois l'expression d'une conviction, laquelle, celle de pouvoir apporter une liberté de choix, une liberté d'agir, une liberté de proposer, une liberté de construire un avenir différent de celui que nous connaissons aujourd'hui. Donc, on veut apporter cette liberté-là et on s'est dit les mots doivent être assez forts pour permettre aux personnes qui veulent s'associer avec nous dans cette aventure de comprendre quel est le leitmotiv qui nous permet réellement d'avancer comme parti politique. Je dois signaler à nos téléspectateurs que le chairman ou le président national de ce parti, c'est bien l'honorable Germain Kambinga. Mais on les connaissait au MLC, et puis il est parti, il a quitté les MLC,
Et finalement, on le voit créer Liberté. Est-ce que cette sorte de, si je peux l'appeler, je ne sais même pas comment l'appeler là, vous ne trouvez pas que ça le rend peu crédible, ce sort de vagabondage politique? Vagabondage politique, non. Je ne suis pas son porte-parole, mais je me permets... Vous êtes le porte-parole du parti dont il est le président. Dont il est le président. Donc, a fortiori, je pourrais même me limiter au fait que je parle de lui comme étant le président de mon parti, mais je me permets quand même de pouvoir m'engager sur une analyse antérieure à sa fonction et à la création de mon parti, pour dire que, effectivement, M. Kambinga a été parmi les 10 dernières années un des acteurs majeurs de la classe politique. Il a été un des jeunes qui a boosté le débat politique en RDC, qui a permis également des grandes avancées, et le mérite lui revient. Maintenant, la question de son parcours politique, vous l'avez dit vous-même, il était au MLC, il a été parmi les plus fervents défenseurs du MLC, également de son ancien président, le sénateur Jean-Pierre Mbemba. Après, il y a eu les concertations auxquelles avait participé le MLC, puis par la suite, il s'est fait exclure comme d'autres membres du MLC qui ont participé voilà. Les autres ont fait leur parti politique, lui est resté je dirais seul, mais encore plus déterminé à poursuivre le chemin, parce qu'il avait déjà en idée après tous ces soubresauts la création du Parti Liberté. Donc au final, voilà, nous avons le Parti Liberté. C'est une proposition, une offre politique, et on ne peut pas enlever à son auteur la qualité de la proposition parce que simplement il était dans un ancien parti. Non, je pense que le débat politique doit mûrir et doit pouvoir avancer sur des donnes beaucoup plus objectives. Il y a plus de 500 partis politiques en République démocratique du Congo. Qu'est-ce que Liberté vient apporter que les autres n'ont jamais donné? C'est juste en face de vous, parce que nos propositions sont là. Et vous l'avez dit vous-même, il y a 500 partis politiques. Nous n'avons pas la prétention de vouloir réinventer l'eau chaude, mais nous avons au moins la prétention d'user de notre liberté publique à raisonner. Et c'est ça, ces propositions. On a utilisé notre réflexion, nos analyses, et on a proposé à la société, à la classe politique, à notre opinion publique nationale et à l'opinion publique internationale, on a proposé des pistes de solutions. Ça fait quand même 2 semaines, monsieur, que la classe politique parle des propositions du Parti Liberté. Donc ça veut dire que d'une certaine manière, nous avons contribué, nous continuons à contribuer au débat politique. Et il faut le dire aussi à ceux qui nous écoutent, que le Parti Liberté peut au moins avoir, je dirais, le privilège de pouvoir dire que ça fait à peine... On a eu l'agrément il y a 1 mois ou 2, donc reconnaissez avec moi que quand même le travail qui est abattu aujourd'hui est incroyable pour un jeune parti, et nous avons au moins le mérite de pouvoir contribuer essentiellement aux pistes de sortie de crise pour notre pays. Oui, Monsieur Tony Eloro, vous lisez certainement la Bible. La Bible nous dit, je ne suis pas un pasteur, excusez-moi, ou bien je ne peux pas faire le pasteur ici, mais la Bible nous dit que soit on est chaud, soit on est froid. On n'est jamais chaud et froid en même temps. Soit on est avec Dieu, soit on est avec Satan. On ne peut pas être avec Dieu et avec Satan au même moment. Donc, déjà dans la Bible, le centrisme n'existe pas. Mais comment vous positionnez au centre? Et pourtant, on connaît, on a la majorité présidentielle et l'opposition. Merci beaucoup pour cette question. Vous savez, dans la même Bible, on dit que tout ce qui n'est pas le fruit d'une conviction est un péché. Donc, essentiellement, c'est ça. Pour nous, nous n'avons pas la conviction que le bloc que vous appelez majorité et opposition ont la légitimité nécessaire qui permettrait à ce que nous puissions nous rallier à l'un ou à l'autre, parce que tout simplement, nous considérons que la crise actuelle est aujourd'hui le fait des atermoiements, des tergiversations, et bien évidemment des transhumances politiques que nous connaissons, qui font qu'aujourd'hui la crise politique se cristallise. Donc les acteurs de la crise, qui sont aussi je dirais les personnes à solution à la crise, viennent de ces 2 camps. Nous constatons, nous Parti Liberté, que la majorité et l'opposition
qui sont une réalité conjoncturelle née des élections, des dernières élections vous avez, de 2011. Exact. Donc ce n'est pas un fait statique en politique. Donc nous aussi, nous sommes dans une position qui est conjoncturelle, parce que nous, le centre dont nous parlons, ce n'est pas un centre de passivité, mais c'est simplement un centre aujourd'hui de synthèse pour nous permettre de pouvoir trouver une issue à la crise politique. Que craignez-vous aujourd'hui qui vous pousse à ne pas se positionner? Nous craignons tout simplement que nos propositions perdent leur légitimité du fait d'une compromission sur une aile ou une autre. Et il était nécessaire réellement de pouvoir affirmer cela, et vous pouvez voir dans nos propositions, nous faisons un jeu d'équilibrisme très intéressant. Mais cet équilibrisme-là n'est pas de la passivité, ce n'est pas de la neutralité. Vous pouvez lire, les mots sont assez forts lorsqu'on doit pouvoir évoquer les problèmes. Nous le faisons sans atermoiement, parce que simplement nous considérons qu'il ne faut pas faire la politique de l'autruche. Il ne faut pas donner l'impression que le statu quo peut plaire, et il ne faut pas aussi donner l'impression que le chaos est une solution prédominante. Donc dans tout ça, nous nous disons qu'il nous faut une synthèse. Nous voulons être cette synthèse, nous la proposons à la classe politique, et nous avons la ferme détermination de faire entendre notre voix. Monsieur Tony Eloro, Liberté est un parti centriste. Dans mon entendement, il y a des valeurs ou des objectifs que vous partagez, et avec la majorité et l'opposition, et aussi ceux-là que vous ne partagez pas avec la majorité, tout comme avec l'opposition. Commençons avec par rapport aux objectifs que vous partagez avec la majorité, bien les valeurs que vous partagez avec la majorité et l'opposition, c'est quoi? Point de convergence. Les points de convergence dont nous sommes en train de parler, ces points sont dans nos propositions. En tant que parti d'abord, En tant que parti... Parce que je me dis que quand vous avez... Ces propositions sont venues après la création du parti. Mais lorsque le parti a été créé, pourquoi vous n'avez pas choisi d'être dans la majorité ou comme dans l'opposition? Là, vous avez répondu. Eh bien non, ma question c'est de savoir qu'est-ce qui vous différencie d'abord de la majorité présidentielle? Nous ne sommes pas dans ce positionnement-là pour dire, pour parler de valeurs, parce que là on va sur les fondements idéologiques. Parce que il faut le dire qu'au niveau de notre classe politique, les fondements idéologiques ne sont pas des facteurs, je dirais, de consensus ou de rassemblement, parce que vous avez des partis, par exemple, sociodémocrates qui sont à la fois à la majorité et à l'opposition. C'est ça les valeurs politiques. Les valeurs, ce sont les grandes idées forces que nous avons et que nous défendons comme parti politique. Et évidemment, c'est dans ces idées forces-là qu'il y a cette rencontre entre les différents partis. Mais nous ne pouvons pas dire nous sommes proches de la majorité ou nous sommes proches de l'opposition. Non. Nous sommes vraiment dans une démarche dialectique. Vous voyez, c'est un peu pour dire que nous considérons que la vérité n'est pas dans une thèse ou dans une antithèse, mais dans une synthèse qui réconcilie les deux. Donc nous sommes simplement dans l'analyse de ces synthèses-là, politiques, où nous nous disons par rapport à la situation politique actuelle, quels sont les moyens qui permettrait à ce que nous puissions avoir une sortie de crise en gardant un consensus républicain qui est nécessaire. Et c'est à ce niveau-là que nous rencontrons la majorité et l'opposition, parce que nous posons la question de savoir quelles sont les conditions majeures pour la majorité. Elle nous les donne, nous les écoutons aussi, et nous posons la question aussi quels sont les principes fondamentaux pour l'opposition, et de ces deux points, nous faisons une synthèse pour dire, nous pensons qu'après avoir écouté les deux parties, après avoir analysé... Quelque part, vous jouez le rôle de la synco, mais pas dans le dialogue. Non, nous faisons en tant que centre un rôle de synthèse. Et c'est vrai, si nous pouvons aider les évêques, nous en serons heureux. Mais notre démarche est vraiment celle-là, d'amener les deux camps protagonistes à une synthèse nécessaire à établir un équilibre républicain. Si on doit vous classer par rapport à vos valeurs, vous êtes social-démocrate, libéral? Nous sommes au niveau libéral, effectivement. Et j'espère évidemment que, parce qu'il faut dire que notre parti est en train de travailler au niveau de la base, et ce travail, il se poursuit depuis maintenant, avant même cet agrément. Nous sommes en train de travailler, nous sommes en train bientôt
nous allons proposer notre programme, notre grand programme de société. Vous aurez également le bénéfice de pouvoir le voir. Il inscrira la discussion que nous avons avec nos bases, la discussion que nous avons au niveau du directoire politique, et nous arriverons comme ça à proposer, à donner à l'opinion les différentes grandes orientations politiques. Selon l'accord du 31 décembre, les élections doivent être organisées au plus tard au mois de décembre 2017. Des ambitions de liberté. Il est clair que mon parti s'inscrit dans la logique de la préparation. Vous aurez des candidats? Effectivement. Nous aurons des candidats. Monsieur Ewolo, vous n'avez que quelques mois. Pourquoi ne pas attendre 5 ans après, le temps que vous puissiez vous installer confortablement? Nous sommes déjà en train de nous installer et effectivement, au moment des élections, nous présenterons des candidats. Au niveau provincial, au niveau communal, au niveau législatif, et nous verrons sur quelle dynamique nous serons pour les présidentielles. Donc ça, c'est même un des ABC des partis politiques. Vous avez peu de temps pour vous préparer, hein? Oui, nous avons peu de temps. Voilà pourquoi je suis même sur votre plateau pour expliquer notre vision, pour parler de notre parti. Et nous sommes en train de faire un travail au niveau de la base pour préparer nos différents cadres et militants aux élections. Avant même d'arriver à votre projet de société, vous avez fait des propositions pour la sortie de crise. Et sur le plan politique, en lisant votre proposition, c'est comme si vous réduisez le problème de la RDC à 4 personnes. Le président de la République, Joseph Kabila, Félix Tshisekedi, Vital Kamerhe et finalement Moïse Katumbi Chapwe. Vous ne trouvez pas que c'est réducteur? C'est un angle de vue, mais nous pensons que c'est eux... nous sommes désolés de marquer cet aspect-là, mais c'est la réalité. La réalité, c'est que ces personnes sont au cœur de la crise politique et nous considérons que vu qu'ils sont au cœur de la crise politique, il faut, parce que la question de la légitimité touche à la fois le président Kabila, la question du gouvernement et de la légitimité du nouveau gouvernement touche l'UDPS dans son fonctionnement avec le rassemblement, ainsi de suite. Monsieur Moïse Katumbi aussi est questionné sur ce point parce que il y a autour de sa personne des questions à la fois juridiques, des questions politiques. Et puis on parle aussi du CENSA. Donc nous avons identifié comme ça les différents acteurs. Nous ne voulons pas faire ici la promotion des individus au-delà de la République. Non, nous constatons qui sont les réels acteurs de la crise. Nous les nommons clairement et nous disons qu'il est nécessaire que pour que nous ayons cet équilibre, que ces personnes soient impliquées dans le processus de résolution de la crise. Et bien évidemment, nos propositions s'articulent sur ces aspects-là. Nous avons l'accord du 31 décembre qui a été mis en application selon l'opposition et selon la majorité, mais non mis en application selon la majorité. Mais vous ne trouvez pas que ce document-là, cet accord-là reste crédible ou reste la seule voie qui peut sortir le pays de la crise? Oui, d'accord. Voilà pourquoi nous disons nous devons garder l'accord du 31 décembre 2016 parce qu'il est le fondement sur lequel... Mais l'accord ne prévoit pas une transition de 18 mois. L'accord prévoit une transition de 12 mois avec une possibilité de prolongation de 4 mois, ce qui fait 16 mois. Voilà. Mais nous disons, au lieu d'aller sur 16 mois, c'est notre proposition, nous pouvons aller rajouter 2 mois pour que ça en fasse 18, parce que nous considérons que c'est une année plus 6 mois. Mais ces 18 mois doivent commencer après la mise en place du gouvernement que vous souhaitez être dirigé par Félix Tshisekedi. Oui. Si nous arrivons à aller dans ce dialogue, si nous arrivons à avoir ce consensus, déjà le mois prochain, nous le souhaitons, nous aurons bien évidemment à faire ce décompte à partir de ce moment-là. Parce que nous considérons fondamentalement qu'il y a eu un problème dans l'application de l'accord qui malheureusement met toute la République en attente. Nous sommes dans une période de flottement qui ne permet pas aujourd'hui de considérer une quelconque avancée sur la question de transition. Mais pourquoi pas mettre un cap vers les élections finalement? Dialogue en dialogue, jusqu'où on ira de dialogue en dialogue? Mais pour aller aux élections, il faut régler les problèmes politiques. On a un gouvernement qui travaille déjà. On a même le CENSA qui a été mis en place, bien que contesté. Mais allons-y carrément vers les élections. Mais nous ne pouvons pas aller comme ça aux élections.
Nous ne pouvons pas nous dire, oui, faisons la politique de l'autruche, nous nous cachons derrière les problèmes, on dit, bon, allons-y. Non, on ne peut pas aller comme ça. Et ça, je pense que c'est une des grandes contributions de notre parti, où on dit qu'il est nécessaire, pour résoudre la crise politique, de trouver le consensus républicain qui sera nécessaire à stabiliser le champ politique et à stabiliser le champ social, à stabiliser le champ économique. Parce que le désordre politique actuel a des conséquences directes sur l'économie et le social du Congolais. Et le Congolais ne peut pas attendre décembre pour pouvoir s'assurer de faire nourrir sa famille ou de pouvoir faire inscrire ses enfants à l'école et de pouvoir payer la rentrée scolaire. Donc c'est important de pouvoir se dire qu'il y a des corollaires qui sont le fait de la crise politique actuelle. La crise politique actuelle, c'est pas du cosmétique, c'est la réalité du quotidien. Nous la vivons tous ensemble et nous comprenons que il faut la résoudre et il ne faut pas rester sur les antagonismes. Et ce dialogue va rechercher un consensus républicain. Tout à fait. Le dialogue du 31 décembre, c'était aussi ça. On n'est pas arrivé à ce consensus. Le dialogue de la Cité de l'Union africaine non plus. Si nous allons même plus loin, les concertations nationales. Mais quelle garantie vous avez qu'aujourd'hui, si on organise ces élections, parce que c'est pratiquement la même classe politique, aujourd'hui, si on organise ce dialogue, il y aura un consensus républicain. Le consensus républicain doit être trouvé. C'est une impérieuse nécessité pour tous. Et il est important que chaque acteur arrive à le comprendre. Et le dialogue dont nous sommes en train d'en parler, c'est vrai il y a des gens qui sont très susceptibles aujourd'hui quand vous leur parlez de troisième dialogue, parce qu'ils sont dépités par la classe politique et sa capacité réellement de se muer en quelque chose qu'on ne comprend pas. Un problème de lisibilité dans leur action, et c'est normal qu'à un moment, la classe politique, mais aussi la population se sente réellement très étrangère à tout ce qui se passe. C'est une réalité. Le politique congolais doit pouvoir comprendre que ses atermoiements et sa capacité à passer d'un bout à l'autre de la classe politique ont des conséquences sur la suspicion actuelle de la population. Mais cela ne doit pas nous omettre le fait qu'il est nécessaire que le consensus, parce que le consensus sera la base même de la discussion qui doit être faite, parce qu'on parle de dialogue, on parle de concertation, mais n'oubliez pas que les Congolais ont réussi à des moments critiques. On parle du 31 décembre. S'il n'y avait pas eu cet accord-là du 31 décembre, le pays brûlerait. Mais c'est simplement grâce à la médiation de la SENCO, les Congolais ont réussi à se mettre sur une même table et ils ont pu signer ce fameux accord qui a évité à notre pays un bain de sang. Malheureusement, à ce jour, nous constatons qu'il y a eu des problèmes dans l'application de cet accord. Et c'est pour ça que nous nous disons qu'il est nécessaire, pour régler ces problèmes d'application de l'accord de la Saint-Sylvestre, de pouvoir se mettre sur une table, parce que ce n'est pas par les biais des communiqués de presse, autour de la SENCO, sous l'égide de la SENCO, pour nous permettre réellement de travailler très rapidement, parce que le gros du travail a été fait avec l'accord de la Saint-Sylvestre. Maintenant là, c'est juste des réglages, des amendements qui doivent être nécessaires à permettre une rapide application de l'accord. Monsieur Tony, aujourd'hui la SENCO a un sérieux problème. La majorité n'a plus de confiance en la SENCO. La majorité pense que la SENCO tire le drap du côté de l'opposition. Aujourd'hui, si vous proposez encore une médiation de la SENCO, est-ce que vous pensez que la majorité pourrait même adhérer facilement comme ça? Pourquoi ne pas trouver même les musulmans ou l'église protestante? Vous savez, l'église catholique est inscrite dans l'histoire politique de la RDC. Et ce, déjà à partir de 50. Dans les premiers éveils de conscience sur l'indépendance, on a vu avec le cardinal Maloula. On a vu l'Église catholique également dans la stabilité après les années 65. On a vu l'Église catholique toujours sous le leadership du cardinal Maloula sur les grandes questions d'identité nationale. On a vu l'Église catholique avec la CNCS, la Conférence nationale souveraine, sous le leadership aujourd'hui du cardinal Monsengo. Donc l'Église catholique a toujours été au cœur au cœur du débat politique et a acquis ainsi avec l'expérience la capacité réelle de pouvoir conduire des négociations pour une sortie de crise telle que nous le souhaitons. L'Église catholique a fait un travail incroyable que nous respectons et nous souhaitons que cela se poursuive. Maintenant, la question
de la famille de l'AMP, et ainsi de suite. C'est la famille politique du chef de l'État. Nous avons vu à des moments où le dialogue s'enlisait et que les positions devenaient de plus en plus extrémistes. On a vu le chef de l'État trancher lorsqu'il recevait les évêques, lorsque sa propre famille politique les vilipendait. Donc, dans une certaine mesure, il est important que nous fassions ces dépassements d'ego et de jugement de valeur, de jugement fondé ou non. Nous n'allons pas faire une critique par rapport à ça, mais il est nécessaire que chacun comprenne que l'Église catholique, la SENCO, a aujourd'hui la légitimité et l'expérience nécessaire pour conduire le dialogue qui serait nécessaire, l'application. Vous proposez 3 jours pour ce nouveau format? Non, nous proposons 1 mois. 1 mois, 30 jours, donc oui, 3 jours maximum 30 jours. De travail effectif. Du nouveau format des négociations. Mais on connaît la classe politique congolaise. Pour le dialogue du centre interdiocésain, c'était 2 semaines. Mais nous sommes étalés jusqu'à 3 mois. Parce que vous trouvez que ce n'est pas réaliste, c'est 30 jours maximum? Non, parce que nous allons du postulat que le gros a déjà été fait au niveau de la SENCO au 31 décembre. Maintenant, les nouvelles discussions ne devraient tourner que sur les aspects majeurs, sur comment, qui placer, ainsi de suite, sur les institutions. Parce que c'est ça le nœud du problème. La crise de légitimité du gouvernement est une question d'individu, parce que c'est elle qui est là à la place d'un autre qu'on trouve plus légitime. La CNSA, c'est la même chose. La contestation qui se soulève aujourd'hui que nous constatons, et aussi le fait que nous considérons les gens tirent à boulet rouge sur le président actuel. Donc, au-delà simplement du débat politique, il y a la question des individus à la tête de ces institutions. Et est-ce qu'on doit maintenant sacrifier toute une nation pour les caprices des individus? Mais non, mais non. Nous ne devons pas le faire. C'est ça le sens de notre démarche. Allons-y avec ce qui se passe, au lieu de mettre Félix Tshisekedi. Monsieur Moban, nous ne pouvons pas aller avec tout ce qui se passe. Nous ne pouvons pas aller avec la situation actuelle. C'est fléchir devant les caprices des individus. Je ne considère pas la question sous cet angle-là, une question de caprice d'individus. Il y a une question fondamentale, celle du respect de l'accord. C'est ça. Le respect de l'esprit et de la lettre. L'accord. La présidence a été donnée au président du Conseil des sages du Rassemblement. Ça, c'est un débat peut-être interne, parce que la désignation du président du CENSA s'est faite par les acteurs qui avaient signé les arrangements particuliers. Exact. C'est eux qui ont bien évidemment désigné le président que nous connaissons aujourd'hui. Mais par la suite, directement, il s'en est suivi un concert de contestation. Ce n'est pas nous qui faisons cette contestation. Nous ne faisons que faire le constat que les mêmes acteurs qui ont signé les arrangements particuliers, qui ont permis ainsi l'organisation très rapide de la désignation de M. Lengankoy à la tête du CENSA, sont les mêmes acteurs qui aujourd'hui sont en train de contester. Il n'y a pas que, il y a aujourd'hui unanimité aujourd'hui au sein de l'opinion publique, il y a des prises de position qui sont faites par-ci et par-là qui démontrent que réellement il y a une crise de légitimité autour de la personne qui a été désignée. Maintenant, c'est pas notre travail de légitimer ou pas le président actuel du CENSA. Nous avons fait des propositions. Si elles sont entendues, nous serons satisfaits. Si elles ne le sont pas, nous attirerons simplement la responsabilité des acteurs politiques qui ont contribué à la situation. Étienne Tshisekedi, paix à son âme, hein, il était le seul jusque-là à fédérer toute l'opposition autour de lui. Il est parti. Aujourd'hui, pourquoi vous souhaitez assez que le poste de porte-parole de l'opposition soit donné de droit à l'UDPS? Parce que la personne qui incarne même n'est plus là. L'UDPS est un parti qui s'est construit au fil des années sur des valeurs, sur un combat, sur une liturgie spécifique à leur lutte et à leur modèle même de lutte. Et l'UDPS a réussi à créer ce que nous appelons l'esprit UDPS. Et nous nous adressons à cet esprit UDPS. Nous nous adressons au-delà de l'individu, nous nous adressons au-delà de la machine politique, nous nous adressons à l'esprit UDPS, à celle qui a contribué à renforcer le débat démocratique, à celle qui a contribué à faire chuter le régime Mobutu, c'est à celle qui a contribué également dans la résolution des différentes crises qui sont nées, des crises de légitimité après, avec l'ascension du président Kabila, ainsi de suite. Donc l'UDPS a un rôle majeur dans l'histoire qu'il faut reconnaître. Et c'est par rapport à ça, on l'appelle même la fille
est née de l'opposition, c'est simplement parce qu'elle a un rôle de prépondérant, que nous le reconnaissons tous, et nous pensons que, fort de cette situation, elle devrait jouer le rôle son rôle dans la conduite, bien évidemment, de ce porte-parole-là. Et aujourd'hui, qui peut bien incarner cet esprit UDPS? Ça, c'est un débat interne. Moi, je pense que l'esprit UDPS, il est incarné déjà lorsque vous êtes à l'IMT, vous voyez ces débats politiques à l'extérieur, ces combattants qui discutent, ces combattants qui proposent, ces combattants qui s'opposent même à leur direction, ces combattants qui font vivre dans leur base l'esprit UDPS. L'esprit UDPS, maintenant, la désignation des individus, je ne suis pas de ce parti. Pourquoi pas donner ce poste au G7, par exemple? Parce qu'aujourd'hui aussi, le G7 s'impose aussi. Oui, le G7 contrôle l'opposition congolaise aujourd'hui. Oui, ça c'est un point de vue, c'est votre analyse. Nous pouvons le noter aussi. Mais nous pensons que l'UDPS aujourd'hui a la légitimité, la crédibilité et le poids politique nécessaire pour avoir ce poste de porte-parole de l'opposition qui est très nécessaire. Parce que vous savez, une des grandes erreurs de l'UDPS, au fil du temps, ça a toujours été de faire un débat extra-institutionnel. Et c'est ce qui a toujours fait sa faiblesse dans les négociations, dans le combat politique. Parce que même lorsque vous allez sur des arrangements extra-institutionnels ou extra-constitutionnels, pour être appliqués, ils doivent revêtir la puissance de la loi. Et lorsqu'on doit la faire revêtir de cette puissance, l'UDPS n'y est pas. Aujourd'hui, l'UDPS n'a même pas de députés au sein de l'Assemblée nationale. Donc ça pose tout un problème. Tous ont été révoqués et c'est ça, nous disons que l'UDPS doit comprendre qu'au-delà du combat dans la rue, qui est important, qui fait son fondement et son histoire, il doit aussi comprendre que le combat au sein des institutions est celui qui garantit la légalité de son action. Si votre proposition passait, vous souhaitez qu'au plus tard, septembre 2017, que tout le gouvernement soit mis en place et qu'on commence ces 18 mois. Oui, donc 18 mois maximum. Maximum, 18 septembre. Donc, septembre 2018, c'est 12 mois, il faut ajouter encore 6 mois. Oui. C'est pas beaucoup. Nous disons que vous pensez à la population qui veut aller aux élections? La population veut aller aux élections, mais la population veut également manger. La population veut solutionner ses problèmes quotidiens. Et le corollaire à tout cela, c'est la crise politique. Résoudre la crise politique. Donc aujourd'hui, si on résout la crise politique comme avec une baguette magique, l'économie normale. Je vous donne un exemple très clair, parlant d'économie. Nous avons aujourd'hui une situation économique des plus malheureuses. Notre économie va très mal. Pourquoi notre économie va très mal? Parce qu'il y a une crise de confiance. Au-delà des tableaux noirs que l'on met, il y a une crise de confiance au niveau des opérateurs économiques qui malheureusement n'ont plus confiance pour investir et injecter de l'argent dans les marchés. Et quelles en sont les conséquences? Je vous donne un exemple. Aujourd'hui, la Banque centrale du Congo, pour financer les déficits récurrents au plan de trésorerie, est obligée de faire des avances. Et ça, on se pose la question, comment est-ce qu'ils le font? Donc il y a un besoin fondamental, celui de pouvoir trouver des fonds, de pouvoir les injecter, mais cela, malheureusement, ce sont des solutions qui, la stabilité ne se trouverait pas là. La stabilité économique, la confiance et l'amélioration de la gouvernance de la Banque centrale et aussi l'amélioration des réformes qui sont nécessaires dans les secteurs vitaux de la nation, comme le secteur minier et le secteur agricole, sont nécessaires avec l'accompagnement des institutions de Bretton Woods. Voilà pourquoi dans notre proposition, nous parlons même d'un plan d'urgence économique qui devrait être conclu très rapidement avec les institutions de Bretton Woods. Ce qui serait nécessaire à la fois pour injecter de l'argent et ce qui permettrait aussi de pouvoir reformer notre système bancaire, reformer la gouvernance de la Banque centrale, reformer également les politiques de gestion des entreprises minières, reformer également ce qui nous reste encore du secteur agricole. Et ça, ce n'est possible que si, parce qu'on a vu une correspondance de la directrice du FMI qui avait appelé à plus de lisibilité dans le jeu politique. Donc, nous disons, les deux sont liés. Résolvons la crise politique et nous verrons directement une amélioration au niveau économique. Je voulais avoir plus de précisions par rapport à une de vos propositions,
la consécration, voulais-je dire, au cours de ces 18 mois de transition, d'un partage des responsabilités gouvernementales autour des trois forces politiques, majorité, opposition, centre, avec l'apport de la société civile. C'est quoi exactement? Nous considérons tout simplement que la responsabilité à organiser les élections doit pouvoir incomber à tous les acteurs. Nul ne pourrait s'en détenir le monopole. Exact. Et c'est nécessaire de pouvoir dire qu'il y a d'autres forces. Il n'y a pas que la majorité et l'opposition, il doit aussi être considéré le centre dans lequel nous faisons bien évidemment nous faisons partie. Il y a aussi la société civile. Donc c'est dans cette conjugaison-là nécessaire que nous permettrons ainsi une meilleure gouvernance des objectifs de la transition jusqu'à la réalisation des élections. Donc vous faites allusion au partage des postes ministériels? Non, nous ne sommes pas sur ce débat-là. Nous sommes au débat de la conjugaison, bien évidemment, des efforts de tout un chacun, de chaque camp, qui permettrait ainsi la résolution de la crise et un partage de responsabilités qui serait nécessaire à ce responsabilité gouvernementale. Gouvernementale et institutionnelle, parce qu'il n'y a pas que le gouvernement, il y a le CENSA, il y a la CENI et il y a beaucoup d'autres instruments qui doivent être mis en place. Et il est nécessaire que chacun prenne sa responsabilité dans cette responsabilité. Il y a une certaine opinion qui pense que vous voulez qu'on ait de dialogue en dialogue parce que vous avez peur d'organiser les élections. Hein? Vous ne voulez pas qu'on ait aux élections parce que vous ne serez pas élu. Et pour bien partager les gâteaux, il faut aller de dialogue en dialogue. Non, le président Tshisekedi disait que le dialogue était dans l'ADN des Congolais. Nous ne l'inventons pas. Le dialogue a permis la résolution des crises majeures dans notre histoire et le dialogue reste la seule voie royale à la résolution des conflits. Qu'on nous oppose une autre solution, nous sommes d'accord de pouvoir l'écouter. Mais jusqu'à preuve du contraire, nous sommes fermes dans notre démarche, nous savons que nous avons raison, nous savons qu'il est nécessaire que les acteurs se mettent autour d'une table, qu'ils discutent et qu'ils amendent l'accord de la Saint-Sylvestre et que nous allons rapidement dans une mise en œuvre de cet accord. Maintenant, cette suspicion-là autour du partage de gâteaux, c'est vrai, l'opinion et la population, et comme je l'avais dit tantôt, est dépitée d'une classe politique qui est malheureusement plus dans une conception de la République restaurant où on vient tous avec une assiette pour se servir. Nous ne considérons pas que le débat devrait se situer à ce niveau. Nous pensons qu'il est de la responsabilité des acteurs que nous sommes de pouvoir participer à la responsabilité de la résolution de la crise. Nous allons le faire, nous n'allons pas réchigner parce que je pense que le peuple veut voir un renouveau dans la gestion de la chose publique, mais aussi aller vite aux élections. Parce que pour aller vite aux élections, il faut un dynamisme que nous voulons également, auquel nous voulons contribuer à mettre en œuvre pour nous permettre d'aller aux élections. Vous faites allusion à la communauté internationale avec qui il faudrait que les Congolais puissent travailler à la concrétisation des points de l'accord amendé relatif à la levée des sanctions internationales, tout ça, tout ça. On parle d'ingérence chaque fois ici. Vous voulez aussi que ces gens-là s'ingèrent aussi dans les affaires intérieures du pays? Il y a la réelle politique, monsieur. La réelle politique fait en sorte que nous pouvons que constater, non pas l'ingérence, mais l'accompagnement qui est permanent de la communauté internationale dans le débat politique congolais. Nous ne l'inventons pas, nous le constatons. Ça fait plusieurs années qu'ils sont là, ça fait plusieurs années qu'ils nous ont aidés à résoudre des crises majeures et nous n'allons pas cracher sur une main qui est prête à nous aider. La question qu'il faut se poser, c'est comment établir un équilibre de force entre la communauté internationale et le gouvernement congolais. Voilà, comment établir cet équilibre de force. Et nous pensons que pour établir cet équilibre de force, il doit y avoir une meilleure lisibilité interne politique, une stabilité politique qui permet à ce que nos partenaires ne viennent pas pour inventer pour nous les schémas politiques, mais ils viennent nous accompagner dans les schémas politiques que la dynamique nationale a créés. Et ça, c'est un effort que la classe politique doit au moins être amène à pouvoir proposer. Et l'accompagnement de la communauté internationale est essentiel. Nous parlons de cet aspect diplomatique, mais aussi la question sous-jacente du financement des élections. Aujourd'hui, dans le contexte actuel, qu'on ne se leurre pas, avons-nous la capacité de financer nous-mêmes ces élections? Je dirais non. Si nous devrions nous attendre aux mobilisations des recettes et aux 40% qui doivent être rapatriés, monsieur, il nous faudrait 10 ans pour organiser ces élections. Mais ça a porté déjà ses fruits, non? On voit que la monnaie commence petit à petit à retrouver sa valeur. Non, je ne veux pas être apôtre du chaos ou bien pessimiste à tout bord.
je pense que l'accalmie que nous sommes en train d'observer aujourd'hui n'est que, malheureusement, elle n'est pas permanente. Pourquoi? Parce que pour qu'elle soit permanente, il doit y avoir des réelles réformes, à la fois de la gouvernance de la Banque centrale, qui est nécessaire. Parce qu'aujourd'hui, vous avez des grèves, vous avez des déficits qui sont récurrents, j'en ai parlé tout à l'heure. Comment est-ce qu'on finance ces déficits? Est-ce qu'on utilise la planche à billets? Si oui, quelles en seront les conséquences à long terme? S'il y a des politiques d'injection massive de fonds, oui, mais ce sont des petites drogues qu'on administre aux patients pour qu'ils se sentent bien. Mais le problème reste. Le problème demeure, c'est que tant qu'on n'a pas résolu la crise politique, il y aura un problème fondamental à notre économie, la crise de confiance. Nous n'aurons pas les fonds nécessaires des investisseurs qui mettront leur argent sur le circuit financier. Et sans cet argent, il n'est pas possible de pouvoir réellement avoir une stabilité de la monnaie, parce que la monnaie se traduit sur cet échange-là commercial. Aujourd'hui, nous ne parlons que des mines, parce que nous avions pendant très longtemps échoué dans la diversification de notre économie, mais nous parlons aussi des réformes qui doivent être faites. Nous parlons également de la pression fiscale et non fiscale, où les problèmes d'assignation, où les assignations ne sont pas atteintes. Donc, c'est un tout que nous disons, il est nécessaire qu'il n'est pas dans des situations, dans des solutions conjoncturelles, parce que cela ne sera pas périn. Ma crainte, c'est que demain ou après-demain, le dollar remonte, parce que simplement, ce n'est pas à coup d'injection de fonds qu'on résoudra le problème fondamental. Bon, Monsieur Tony Lo, c'est entre nous, hein. Vous êtes jeune. Est-ce que vous ne pensez pas que les partis politiques vous étouffent? C'est là entre nous. Ok, je pense que notre parti, le Parti Liberté, dont je suis... Ou bien les partis politiques étouffent les jeunes. Ne parlons pas d'abord de liberté, on laisse liberté. On parle entre jeunes. Ok. Les partis politiques étouffent les jeunes, je ne crois pas, parce qu'on voit quand même des jeunes se distinguer. Mais il en va aussi, parce que vous savez, on est vraiment dans un système géroncratique où vous avez les vieux qui ont toujours une tendance à étouffer les plus jeunes parce qu'ils les accusent de manquer d'expérience, parce qu'ils disent qu'ils ne sont pas assez stables. Et puis bon, c'est aussi le besoin du statu quo qui légitime leur position si lointaine au sein de la classe politique. Moi, je pense que les jeunes doivent comprendre que on ne vient pas à la politique dans la conception de la réjouissance ou de la jouissance, parce que malheureusement, c'est l'image que nous avons lorsque nous sommes engagés dans la politique, à cause des aînés que nous avons trouvés, qui nous vendent cette idée. Et nous pensons, et il est important de le dire, que les jeunes doivent être plus conscients de l'attente qu'il y a de la population, parce que la population veut un renouvellement de la classe politique. La population a beaucoup d'attentes, ils sont fatigués. Vous avez des politiques qui ont été lumumbistes, ils ont été momboutistes, ils ont été kabilistes 1, kabilistes 2, aujourd'hui ils sont katoumbistes, demain ils seront, je ne sais pas, la nouvelle tendance. Ils ont une capacité réelle à s'adapter aux mouvances qui arrivent. Je ne dirais pas ce terme, mais je pense que nos aînés ont la capacité de s'adapter incroyablement. Et ça, c'est déconcertant malheureusement. Mais la population, elle est fatiguée. Voilà pourquoi nous voyons une possibilité d'arriver avec un renouvellement qui sera une refondation même de la classe politique. On ne veut pas faire simplement du rajeunissement. Je vous donne un exemple très simple. On vous dit, vous avez un laptop qui a des virus. On vous dit pour trouver la solution, la machine ne s'allume pas, vous vous dites, bon, j'amène une batterie, je change la batterie. Non, il faut carrément mettre un antivirus, quitte à configurer toute la machine, à perdre toutes les données, mais c'est nécessaire. On ne veut pas simplement rajeunir avec la classe politique, avec les valeurs actuelles. Nous voulons faire table rase du passé et refonder réellement la classe politique. Et il y a des gens qui pensent que notre génération est sacrifiée déjà. Vous êtes d'avis ? Notre génération... Parce que nos modèles sont ceux qui dirigent aujourd'hui. Je ne pense pas. Je ne vais pas aller sur ce volet-là fataliste pour dire... Parce que pour moi, je considère que nous avons aujourd'hui notre destin en main. Exact. Ce que nous ferons du Congo de demain, c'est ce que nous décidons aujourd'hui de le faire. Il est vrai que nos aînés ne nous aident pas par ce manque de morale, ce manque d'engagement, ce manque de passion, ce manque que vous connaissez.
Mais il en va de notre responsabilité de comprendre que nous devons nous-mêmes nous prendre en charge, entrer dans le débat politique, imposer notre point de vue, parce qu'il en va de notre avenir. Et nous ne pourrions pas fuir de cette responsabilité-là. Nous allons terminer cette émission avec une question fermée à répondre par oui ou par non. Est-ce vrai, Germain Kambinga, on parle de lui, du président national de Liberté, a créé son parti parce qu'il ne s'est pas retrouvé dans le gouvernement Sami Badibanga? Je dois dire oui ou non? Oui ou non? Ben, je dirais non. Est-ce que je peux dire pourquoi? On suit, hein? Oui. Ben, je vous l'ai dit très clairement. Je vous regarde dans les yeux, vous m'avez posé la question, je vous dis que il non. était déçu, comme il ne s'y retrouvait plus dans la liste de Thomas Louaka, raison pour laquelle il a créé son parti et puis il souhaite un nouveau dialogue pour se retrouver dans un ministère. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi la liste de Thomas Louaka? Parce qu'il s'est retrouvé dans la liste de Thomas Louaka. Laquelle? MLC. Non, le MLC n'appartenait pas à l'époque à Thomas Louaka. Donc il s'est retrouvé sur la liste du MLC. Donc il a été proposé au gouvernement dans sa qualité de membre du MLC. Il a été nommé par ordonnance du chef de l'État avec ses autres anciens collègues du MLC. Ils ont été exclus, eux tous. Monsieur Louaka et Monsieur Egwake ont fait leur parti. Je pense que ça s'appelle Mouvement libéral aujourd'hui. Oui. Et aujourd'hui, Monsieur Kambinga, le président Kambinga, a usé de sa liberté à proposer un nouveau schéma. Liberté. Donc liberté. Donc voilà. Liberté, c'est un club d'amis, oui ou non? Ben non. Liberté, c'est un club de personnes qui ont les mêmes passions, le même désir de faire avancer les choses. Si vous voulez que nous soyons un club d'amis, il n'y a pas de problème. C'est toujours mieux de travailler avec ses amis. Alors là, notre devoir, ça sera d'élargir notre club d'amis. Avoir demain 2 millions d'amis qui travaillent pour la même cause. Merci, messieurs Tony et Oloho. Vous avez un joli nom. Hein? Merci. D'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous également, chers téléspectateurs, d'avoir suivi cette émission. Nous nous retrouvons la semaine prochaine. Au revoir.